Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée au Summit et que vous avez pris votre café pour la séance qui va commencer. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez faciliter votre travail et repenser votre façon de développer en utilisant les services d'IA générative proposés par AWS. Permettez-moi juste de me présenter. Moi, je m'appelle Zineb et je suis architecte solution chez AWS depuis presque 5 ans maintenant. Et je travaille principalement pour accompagner nos clients dans leurs projets et de migration sur le cloud. Je viens avec un background plus SRE, DevOps, et je peux vous dire que j'aurais bien aimé avoir les services dont on va vous parler aujourd'hui il y a quelques années en arrière. J'ai le grand plaisir d'être accompagné par mon collègue Arnaud. Je te laisse te présenter, Arnaud. Bonjour Zineb, bonjour à tous. Plaisir partagé. Arnaud Jean, architecte de solutions AWS, basé à Lyon pour accompagner nos clients au plus près en région et vous permettre d'utiliser tous ces services dont on a parlé aujourd'hui. Et en tant que développeur, avec un background de développeur, je confirme que moi aussi, j'aurais bien aimé disposer de tous ces services pour pouvoir déployer et développer sur AWS. Super. Alors, hop là, petit aléa du direct. Pardon. Avec Arnaud, on vous a concocté un bel agenda aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par découvrir quelles sont les difficultés ou les challenges que vous pouvez rencontrer dans un cycle de développement logiciel classique et comment vous pouvez y remédier en utilisant les services génératifs, notamment le service Amazon Q4 Builder, qui sera votre nouveau assistant de développement sur AWS. Nous allons aussi découvrir le service Amazon Code Whisperer, qui est un service de génération de code en temps réel alimenté par l'IA. Et enfin, on va finir par une démonstration où on va se mettre à la place d'un développeur et on va voir concrètement comment Amazon Q4 Builder va lui faciliter ses tâches au quotidien. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir si on a des développeurs dans la salle parmi nous aujourd'hui. Levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes développeur. C'est génial. Il y en a pas mal. Hein. On va beaucoup parler de développeurs, du coup c'est intéressant de voir combien on en a avec nous. Je tenais à partager avec vous des chiffres que je trouve intéressants. Le premier, c'est une étude en provenance de Gartner et qui montre que 73% du temps consacré par les développeurs est consacré à des tâches de déploiement et de maintenance applicative, contre seulement 27% de leur temps qui est consacré à des tâches d'innovation et de transformation. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fini tout le travail que vous avez et que votre application est fonctionnelle, il vous reste encore une grande partie de tâches complexes, non différenciées, que vous devez continuer à gérer, comme par exemple la résolution de problèmes, l'analyse de métriques, l'écriture de correctifs, etc. Et l'objectif ici, ça va être de réfléchir à comment on peut inverser cette tendance et comment on peut redonner plus de temps et plus d'espace aux développeurs pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'innovation et la transformation. Un autre chiffre, cette fois-ci, en provenance de Software.com. Software.com qui a fait une étude sur des données en provenance de 250 000 ingénieurs développeurs autour du monde pendant une durée de 3 mois. Et la conclusion de cette étude-là, c'est que en moyenne, un développeur passe moins d'1 heure par jour sur son IDE à écrire du code, plus exactement 52 minutes. Et que seulement 10% de ces développeurs-là passaient plus de 2 heures par jour sur leur IDE à coder, et que par semaine de travail, un développeur passe en moyenne 4h30 sur son IDE pour écrire du code. Tous les chiffres que j'ai partagés avec vous, en fait, nous mènent à la question suivante. Pourquoi les développeurs ne sont pas capables aujourd'hui de faire ce qu'ils aiment le plus en tant que développeurs, c'est-à-dire coder, écrire du code, innover, et qu'est-ce qui les empêche en fait pour faire cela? Pour y répondre, on va essayer d'imaginer ensemble une journée type d'un développeur qui va recevoir une nouvelle demande de développer une fonctionnalité dans une application. La première chose que ce développeur va faire avant même de produire la moindre ligne de code, ça va être de chercher. Alors, il va chercher quoi? Il va chercher, par exemple, regarder dans les repos internes pour déjà comprendre ce que fait son application. Si c'est sur AWS, il va regarder quel service il va utiliser et comment il pourra l'implémenter.
Il pourra aussi regarder par exemple sur Google, Stack Overflow, etc. Et on sait très bien que ça peut prendre facilement des heures. Qui s'est réveillé dans la nuit à 3 heures du matin pour aller chercher sur Stack Overflow des solutions? Ah, Allez, soyez pas timide. Ah, merci. il y en a. Merci. Il y en a. Une fois cette partie terminée, on va passer à la phase conception. Et là, le développeur aura besoin de bien comprendre l'architecture de son application afin de mieux concevoir cette nouvelle fonctionnalité et l'intégrer avec l'existant. Et c'est enfin, une fois qu'on aura fini tout ça, qu'on va passer sur l'IDE et on va commencer à écrire des lignes de code. On va aussi écrire des tests unitaires, chose qui est importante pour s'assurer qu'on n'a pas créé de régression dans l'application. Et en général, c'est là où on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme on le souhaite et on peut passer facilement des heures, voire même des jours, à essayer d'analyser et résoudre la source des problèmes. Et enfin, une fois que tout est opérationnel, le développeur va passer, comme on l'a vu précédemment, la grande majorité de son temps pour assurer le maintien de son application. À ce stade, la question que je me pose et que vous vous posez sûrement, c'est comment on peut réinventer tout ce cycle de développement et comment, justement, on peut tirer profit des services d'IA générative pour nous faciliter chaque étape de ce cycle. Et c'est justement là où le service Amazon Q4 Builder va entrer en jeu et va venir transformer toute l'expérience développeur au quotidien. Je vais laisser mon collègue Arnaud nous dire un peu plus sur Q4 Builder. Exactement. Merci Zineb. Vous avez une question? Amazon Q. Amazon Q va être votre assistant qui va vous permettre de développer, de poser des questions, de mieux comprendre votre architecture ou votre application ou comment vous devez la concevoir sur AWS. Vous allez pouvoir directement, vous allez retrouver Q à plusieurs endroits. Vous allez le retrouver dans la documentation, dans votre IDE, on le verra juste après avec une démonstration avec Zineb. Vous allez le retrouver vraiment à plusieurs endroits sur une application qui permettrait de pouvoir tout simplement consulter en tant que base de connaissances des fonctionnalités au sein d'un service. Par exemple, vous demandez comment créer un espace de stockage sur Amazon S3, eh bien vous allez pouvoir poser la question à Q, comment créer un bucket sur S3, et il vous proposera plusieurs options, que ce soit en ligne de commande, que ce soit au travers du SDK ou au travers de la console AWS. De ce fait, en vous appuyant sur un assistant qui est là pour vous aider H24, eh bien vous allez pouvoir accélérer vos tâches de développement. Vous avez des questions sur comment implémenter en Java, eh bien vous allez pouvoir demander à Q et celui-ci vous apporter une réponse. Peut-être pas la bonne, mais en tout cas un squelette qui va vous permettre de l'implémenter et d'avancer dans vos travaux. Vous ne connaissez pas tel nouveau service? Eh bien demandez à Amazon Q. Il aura sûrement déjà des réponses à vous apporter, à vous proposer, et vous permettre de mieux comprendre le service avant d'aller plus loin dans l'implémentation ou l'utilisation de celui-ci. Amazon Q, on a un adage chez AWS qui dit « il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience ». Eh bien, Amazon Q tire parti de cet adage et s'appuie sur les 17 années d'existence d'AWS pour mettre à profit cette base de connaissances et que vous puissiez en bénéficier. Concrètement, Amazon Q, vous allez le retrouver dans la console AWS. Sur l'écran que vous pouvez voir derrière moi, vous allez retrouver directement, lorsque vous serez connecté sur la console AWS, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'utilisez peut-être déjà. En tout cas, en haut à droite, vous aurez une petite icône Q. Vous la verrez de partout, cette icône. Donc, c'est simple. Si vous voulez chercher Amazon Q, cherchez cette petite icône. Vous allez retrouver Amazon Q dans lequel vous allez lui poser la question. J'ai besoin de créer un espace de stockage sur S3. Comment est-ce que je peux le faire, comme je vous le disais? Je rencontre telle erreur, ou j'ai tel log qui m'est remonté par ma fonction lambda qui a été exécutée. Amazon Q, quelles seraient les erreurs possibles et comment est-ce que je peux troubleshooter cela? J'ai besoin de construire une architecture résiliente ou plus efficiente d'un point de vue sustainability, économie durable. Eh bien, Amazon Q va vous permettre d'apporter des réponses où j'ai besoin de réaliser du FinOps pour économiser sur des instances EC2. Amazon Q va vous faire des recommandations également. Vous allez vraiment pouvoir vous servir pour tout d'Amazon Q. Il va être vraiment un assistant qui sera disponible dans la console comme on le voit là. Dans l'IDE, on a vu les mains de développeurs se lever, pour le coup, que vous utilisiez VS Code, PHP Storm, IntelliJ ou d'autres, vous pourrez directement retrouver Amazon Q dans votre IDE. Pour cela, rien de plus simple, vous installez l'AWS Toolkit qui est disponible sous forme d'extension. Ça sera mis directement dans votre VS Code, dans votre IntelliJ ou dans votre autre IDE que vous utilisez. Et vous aurez l'icône Q qui apparaîtra sur la gauche, comme vous pouvez le voir sur un exemple avec VS Code, dans lequel vous pourrez tout simplement
prendre du code que vous avez, lui demander des explications. Il va vous découper et faire un plan pour expliquer les différentes étapes de ce code. Vous pourrez lui dire, j'aimerais l'optimiser, j'aimerais le refactoriser, j'aimerais changer certaines façons de faire. Moi, les tests unitaires, il faut les faire, hein, mais c'est une vraie douleur. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Amazon Q va vous aider à faire vos tests unitaires. Donc, c'est du gain de temps. Et en plus, c'est plus une douleur puisque c'est lui qui s'en occupe à notre place. Donc, on va vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus pour, en tant que développeur, eh bien, être plus efficient et passer plus de temps à produire du code, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, bien entendu. Moi, je me suis servi d'Amazon Q pour monter en compétence sur du Rust. Je ne sais pas s'il y en a qui s'y font du Rust dans la salle, mais ça a été un bon mentor pour le coup. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Je le disais, Amazon Q va être disponible de partout. Vous allez le retrouver dans la console AWS, vous allez le retrouver dans la documentation, vous allez le retrouver dans l'application mobile, si vous avez installé l'application mobile AWS, vous allez le retrouver dans votre IDE, ce qu'on disait. Vous allez le retrouver dans Code Catalyst, Code Catalyst qui est un service AWS dans lequel on peut créer nos pipelines CI/CD et nos codes repository. On verra avec une démonstration juste après. Et si vous utilisez le service AWS Chatbot, eh bien vous pouvez aussi l'intégrer à Slack ou à Microsoft Teams. Nous expliquer du code, le refactoriser, l'optimiser, c'est bien. Mais générer du code, c'est bien aussi. Et pour le coup, nous avons aussi un service qui s'appelle Amazon Code Whisperer. Et Amazon Code Whisperer va vous permettre de suggérer, d'obtenir des suggestions de code en temps réel sur la base de ce que vous souhaitez. Vous écrivez un commentaire, // écris-moi une méthode qui parse une chaîne de caractères séparée par des virgules. Et Amazon Code Whisperer va vous faire ni plus ni moins que des suggestions, 1, 2, 3, ça dépendra de la pertinence qu'il aura estimée sur chacune de ces suggestions, afin de vous dire, eh bien, voici ce que je te propose, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, et ensuite d'utiliser cette fonction, de la modifier éventuellement, ou de l'utiliser en l'état, pour implémenter ce bout de code qui parse notre chaîne de caractères. Code Whisperer va aussi permettre de faire des scans de vulnérabilité, tout ce qui est CVE, donc failles de vulnérabilité sur des librairies. Au hasard, Node.js. On sait qu'il y a beaucoup de librairies dans Node.js. On sait qu'on télécharge la terre entière avec Node.js. On sait qu'on peut avoir des failles de sécurité aussi qui peuvent venir avec. Pour le coup, Code Whisperer va pouvoir nous aider à nous dire s'il y a des librairies qui sont connues avec des versions qui ont eu ou ont une faille de vulnérabilité. Vous utilisez un code qui a été généré par Code Whisperer. Celui-ci est fortement inspiré de différents repositories sur GitHub. Eh bien, Code Whisperer va vous dire « Ah, il semblerait que ce bout de code, il provient de l'open source, il est sur GitHub à tel endroit. » Après, vous allez pouvoir dire « Oui, je l'utilise » ou « Non, je ne l'utilise pas » en fonction de la licence du repository de GitHub en question. Code Whisperer, vous pouvez l'utiliser, certains peut-être d'entre vous l'utilisent déjà, mais au sein de l'organisation, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre organisation. Et là-dessus, il va se baser sur vos différents codes repository que vous lui aurez donné accès, et il sera plus pertinent sur le code qu'il vous mettra à disposition, qu'il vous générera au travers des repos et de codes que vous avez déjà produits au sein de votre entreprise. Code Whisperer, tout comme Amazon Q, on va le retrouver dans notre IDE. On va le retrouver dans plein d'IDE différents. Perso, je fais du VS Code, mais je sais qu'il y a du Visual Studio 2022, je sais qu'il y a du AWS Cloud9 pour certains, l'IDE sur AWS. Même dans la console AWS Lambda, donc le service Lambda, lorsque vous écrivez du code directement dans la console, vous allez retrouver Code Whisperer et des suggestions qui vous seront proposées, ainsi que dans des services comme Amazon SageMaker ou AWS Glue au travers de son studio. Vous faites du Python, vous faites du Java, vous faites du Rust, comme moi qui m'y suis mis dernièrement, vous faites du JavaScript. Bien, Code Whisperer va vous proposer ses recommandations, ses suggestions de code, quels que soient ces différents langages. Vous faites du Terraform parce que vous êtes plus sur la partie infrastructure as code, vous aurez Terraform. Et je vois des mains qui se lèvent, ça me fait plaisir. Vous faites du CDK, du Cloud Development Kit, donc vous avez votre infrastructure qui est embarquée dans votre applicatif en Python par exemple. C'est également possible. Et désormais, nous avons AWS CloudFormation qui est supporté. Moi, je suis un peu aussi comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Du coup, la fonction dont je vous parlais tout à l'heure, on va la voir ensemble. Concrètement, dans l'IDE, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez écrire votre commentaire, // parse-moi une liste de chansons en CSV et retourne-moi la liste avec la position, le chart, l'artiste et le titre. Eh bien, sur la base de ce commentaire, Code Whisperer fait des suggestions et vous allez pouvoir choisir celle qui vous intéresse, la valider et la voir directement dans votre IDE pour l'utiliser.
Mais tout ça, c'est bien beau, mais Zineb, est-ce que tu pourrais nous montrer comment Amazon Q fonctionne réellement? Bien sûr. Maintenant, on va passer à la partie démonstration et on va découvrir ensemble comment Amazon Q va faciliter le travail d'un développeur au quotidien. Alors, pour le contexte, on va dire que moi, je suis nouvelle développeur et que je viens d'intégrer une équipe de développement et que mon équipe travaille sur une application qui est alimentée par l'IA. Cette application, en gros, va permettre de générer un résumé d'un document qu'on va lui uploader en utilisant l'IA et va ensuite générer une image Word Cloud ou nuage de mots visuels avec le contenu de ce document. C'est une application assez basique, composée par un front-end qui est écrit en Python et par deux back-end API. Le premier qui est une fonction lambda écrite en Java et qui va nous permettre de générer l'image nuage de mots. Et le deuxième qui est une fonction lambda aussi qui est écrite en TypeScript et qui va nous générer le résumé de notre document en utilisant le service Amazon Bedrock. Les tâches qui m'ont été attribuées par mon équipe sont les suivantes. Tout d'abord, je dois uploader l'image générée par mon API nuage de mots vers Amazon S3. Ensuite, je dois mettre à jour le code de mon application pour passer de la version Java 8 à Java 17. Et enfin, je dois afficher l'image Word Cloud dans l'interface utilisateur. Ça fait une sacrée journée, hein. Et sachant que je suis nouvelle, je ne sais pas du tout par quoi je vais commencer. Alors, pour attaquer ma première tâche, qui est concrètement uploader l'image Word Cloud vers Amazon S3, comme vous voyez ici dans l'exemple, en fait, quand on interroge l'API Word Cloud Generator, on récupère le hash de l'image qui est générée directement dans la réponse de notre API. Et l'objectif de la première tâche, ça va être de récupérer cette image-là et de l'uploader sur S3. Et au lieu d'avoir le hash, retourner directement l'URL de cette image. Comme j'ai dit, je ne sais pas du tout par quoi je vais commencer. Je ne sais même pas ce que c'est que le service Amazon S3. Du coup, je vais aller sur la console AWS et comme vous pouvez le voir, il y a la petite icône de Amazon Q for Builder qui est disponible sur la console. Vous ne pouvez pas la rater vu la taille. Elle est partout. Je vais cliquer sur la petite icône et je vais commencer à poser des questions à Q. Là, je vais lui dire c'est quoi S3. Au bout de quelques instants, Q va me répondre et du coup va m'expliquer exactement ce que c'est que le service Amazon S3 comme étant le service de stockage objet sur AWS. Et bien sûr, il va me donner des liens supplémentaires pour que je puisse approfondir mes connaissances sur le sujet. Je sais très bien, maintenant je sais ce que c'est qu'S3. Je vais lui demander comment je peux uploader un fichier. Et là, vous remarquez bien, je n'ai pas précisé vers où je veux uploader le fichier. En fait, Q a gardé le contexte de ma question précédente et il en a déduit que c'est sur Amazon S3. Et là, Q m'a généré une réponse avec un exemple de code que je peux utiliser en CLI et bien sûr de la documentation, l'explication de comment je peux l'utiliser. C'est très bien, mais moi, je ne veux pas utiliser la CLI, je veux le faire en Java. Du coup, je repose la question à Q, comment je peux uploader un fichier en Java cette fois-ci? Et encore une fois, je ne précise pas vers où je veux le faire. Q, cette fois-ci, au bout de quelques instants, va me permettre de donner exactement la réponse qu'il me faut, c'est-à-dire il me donne un exemple de code qui est écrit en Java, que je peux copier directement depuis la console et coller dans mon IDE, et toujours l'explication sur comment je peux utiliser ce bout de code, comment je peux utiliser le AWS SDK, etc. Et bien sûr, de la documentation pour aller plus loin. Bon, c'est très bien qu'en première étape, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce service. Maintenant, je sais un peu plus sur S3. Je sais comment je peux utiliser Java pour pouvoir uploader un fichier sur S3. Je vais passer maintenant à mon IDE pour commencer à écrire des lignes de code. Et là, j'ouvre mon IDE qui est VS Code. Et comme vous voyez, en fait, on a la petite icône qui est aussi disponible sur VS Code. Et comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, il suffit tout simplement d'installer le AWS Toolkit pour avoir accès à Q directement sur votre IDE. J'ouvre mon code de l'application et vu que je ne sais pas du tout ce que fait cette application, je vais aller poser la question directement à Q. Et je vais lui dire qu'est-ce qu'elle fait cette application. En fait, je vais lui demander de me faire un résumé de ce que fait cette application. Ça me permet du coup d'aller regarder fichier par fichier pour essayer de comprendre.
Là, en l'occurrence, Q, au bout de quelques instants, me répond et me dit que cette application apparemment permet de générer des images Word Cloud à partir d'un document qu'on va lui uploader. C'est très bien. Maintenant, je sais ce que fait mon application. Je vais commencer à lui poser des questions sur la tâche que je veux faire. Et là, je vais lui dire, si j'upload un fichier sur S3, quel serait le meilleur moyen pour moi pour retourner une URL de ce fichier-là à partir de S3? Là, du coup, j'essaie de réfléchir à la tâche que je veux faire, comment je peux récupérer ce fichier-là avec une URL. Et là, Amazon Q va me parler des URL présignées de S3 comme étant le meilleur moyen pour moi, justement, pour retourner une URL de mon fichier. J'ai les étapes, j'ai les étapes pour pouvoir le faire, une explication, mais ça ne me suffit pas, en fait. Moi, je veux vraiment un exemple de code pour le faire. Du coup, là, je vais demander à Amazon Q comment je crée une URL présignée avec Java. Je suis en train de comprendre étape par étape, moi, ce que je veux faire dans ma tâche, et je pose les questions au fur et à mesure à Q pour essayer d'identifier ce que je veux faire et m'aider dans ma tâche. Là, Amazon Q va me donner un exemple de code avec Java que je peux utiliser pour pouvoir générer une URL présignée. Mais en fait, à ce stade-là, je me rends compte que la première chose que je dois faire, ça va être déjà de créer ce bucket-là. Là, on voit en l'occurrence que le code qui a été généré, on peut soit le copier, soit l'insérer à la position du curseur. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai le bout de code, mais la première chose que je dois faire, c'est que je dois tout d'abord créer ce bucket S3. Et pour le faire, je sais qu'il y a une partie qui est gérée par CDK, du coup, je vais passer à la partie infra code et j'ouvre mon fichier backend.py. Et là, je retrouve ma fonction lambda Word Cloud qui me permet de générer cette image-là. À ce niveau-là, du coup, je vais commencer à demander à Q comment je crée un bucket S3, justement pour ma fonction Word Cloud API. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un exemple de code qu'on peut utiliser directement dans notre application. Et vous remarquez, vous allez voir que je n'ai pas précisé à Q le langage que je veux utiliser. En fait, Q, c'est basé directement sur la fenêtre qui est ouverte et qui est en Python, et m'a proposé du coup des exemples de code directement en Python, alors que normalement avec CDK, on peut avoir des différents exemples en TypeScript ou autre. Mais là, en l'occurrence, Q, c'est basé sur le fichier qui est ouvert, et elle en a déduit que moi, je veux continuer à travailler avec du Python, et m'a proposé du code en Python. Tu veux dire que Q est un développeur full stack? Eh bien, là, on va le voir. Et bien sûr, on a toujours de la documentation pour aller plus loin. Du coup, là, je vais copier le code qu'il m'a proposé, qui me permet de créer un bucket sur S3. Ça me paraît très bien. Je le mets juste avant ma fonction lambda qui permet de générer mon image. Et je supprime la partie bucket name statique. Comme ça, je vais laisser CloudFormation le générer pour moi. C'est très bien. Maintenant, j'ai pu créer mon bucket avec CDK. Je vais lui poser une question sur la suite, c'est-à-dire sur ce bucket-là, il faut que ma fonction lambda puisse lire et écrire dessus. Du coup, je lui pose la question, toujours avec CDK, comment je peux donner les permissions nécessaires sur ce bucket-là pour que ma fonction puisse faire cette lecture et écriture. Q, au bout de quelques secondes, va me générer ma réponse et va me donner un exemple de code concret que je peux utiliser dans mon code. Et comme vous remarquez, en fait, Q, il a bien respecté les règles de nommage. Là, vous voyez, il a bien compris que mon grant, c'est pour mon Word Cloud Bucket. C'est le bucket que je viens de créer précédemment avec CDK. Et il m'a fait le grant read-write pour pouvoir donner les lectures, droit de lecture-écriture. Et ça concerne ma fonction lambda Word Cloud Lambda Function. Du coup, c'est génial. J'ai pu récupérer la commande directement sans avoir à modifier quoi que ce soit. Dernière étape, c'est que je dois préciser à ma fonction lambda qu'elle doit utiliser ce bucket pour pouvoir faire ses uploads. Du coup, ce que je fais, tout simplement, je sélectionne le code de ma fonction lambda et je l'envoie au prompt de Q. Et je lui demande tout simplement comment rajouter une variable d'environnement. C'est tout ce que je demande à Q. Et là, en l'occurrence, Q va comprendre que je veux rajouter une variable d'environnement qui s'appelle bucketName et qui va contenir le nom du bucket que je viens de créer précédemment avec
CDK. Là, c'est vraiment, Arnaud, c'est magique parce que Q, il déduit le contexte de ce qu'on veut faire. Là, je n'avais pas besoin de lui préciser quoi que ce soit. Il a compris ce que je veux faire et j'ai exactement le bout de code qu'il me faut que je rajoute dans ma fonction lambda, Word Cloud Lambda Function. J'avoue que c'est assez bluffant. C'est génial. Au bout de quelques minutes, sans avoir de connaissances au préalable sur AWS ni sur CDK, j'ai pu rajouter un bout de code qui me permet de créer un bucket S3 avec CDK. J'ai pu donner les autorisations nécessaires à ma fonction pour qu'elle puisse lire et écrire des fichiers dans ce bucket. Et j'ai pu aussi préciser au niveau de ma fonction qu'elle peut utiliser ce bucket-là au travers de la variable d'environnement bucketName. C'est très bien, mais je pense que je vais un peu demander plus à Q. Vas-y. Je vais lui demander de faire le reste du développement pour moi. Allez. Là, on va passer à une fonctionnalité de Q qui s'appelle fonctionnalité de développement. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre sur Amazon Q et je vais taper la commande /dev pour lui dire que je vais utiliser la fonctionnalité de développement. Et là, je vais commencer à exprimer en langage naturel simple ce que je veux que Q développe pour moi. En l'occurrence, dans mon cas, je vais lui dire « Je veux que tu mettes à jour l'API Word Cloud pour que l'image qui est générée par cette API soit directement uploadée vers S3 et qu'il me retourne une URL présignée de cette image-là dans la réponse de mon API au lieu d'avoir le hash comme on a vu précédemment. » Je précise aussi à Q que le bucket qu'il va utiliser sera disponible dans la variable d'environnement bucketName. Là, on passe vraiment à un stade différent, c'est qu'on exprime en langage clair, simple, ce qu'on veut que Q développe pour nous, et on le laisse faire le reste du travail pour nous. Ce qu'a fait Q ici, c'est qu'il m'a généré un plan. Et le plan va contenir les fichiers qui seront impactés par les modifications qu'il va faire, et aussi une explication sur ces modifications-là. Alors, je tiens juste à préciser que cette fonctionnalité de développement n'est pas encore disponible sur tous les IDE. C'est pour l'instant que sur VS Code et avec une licence Code Whisperer professionnelle. Mais voilà, on tenait quand même à vous la montrer pour vous donner une idée sur ce que vous pouvez utiliser. Là, j'inspecte mon plan et je vois qu'il va modifier des fichiers. Ça m'a l'air à peu près correct. Je pourrais par la suite aller regarder fichier par fichier ce qu'il a modifié et on verra qu'on aura la possibilité de donner des feedbacks à Q pour modifier son développement. Je vais cliquer sur « Écrire le code » et là, au bout de quelques secondes, Amazon Q va m'écrire exactement sa proposition de code et on aura la possibilité d'aller inspecter fichier par fichier le code qu'il a fait et s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on voulait mettre en place. Là, je vais commencer à regarder le premier fichier. Je vois un peu le diff. Je vois qu'il m'a rajouté la partie client S3. C'est très bien. Je vois qu'il a modifié le code pour justement faire un put object en fait, de mon image sur le bucket S3. Et qui m'a aussi généré l'URL présignée. C'est parfait jusque-là, ça me correspond. On va voir aussi dans un autre fichier qu'il a modifié la réponse de notre API pour du coup, au lieu d'avoir le hash de l'image comme ça a été le cas précédemment, il retourne l'URL de notre image. Et le point fort, c'est que Q a vu qu'on avait des tests unitaires et il a modifié notre test unitaire pour justement s'adapter au nouveau développement qu'il a mis en place. Là, on voit que Q, en fait, il a modifié nos tests pour justement s'assurer qu'on a une URL dans la réponse au lieu d'avoir le hash de l'image comme ça a été le cas précédemment. Et il est même parti encore plus loin, c'est qu'il a rajouté un test unitaire supplémentaire dans lequel il a fait en fait un test d'upload d'un fichier sur S3, sur le bucket qu'on a créé, et de récupération de ce fichier-là directement. Et il a fait les tests unitaires. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura la possibilité de donner des feedbacks à Q. Et justement, le but des feedbacks, c'est soit modifier ce qu'il a développé, soit de rajouter de nouvelles choses, mais le but, ça va être de lui faire des feedbacks sur ce code-là. Là, en l'occurrence, dans mon cas, je vois que dans le test unitaire en fait, qu'il a fait, en fait, je ne veux pas qu'il fasse un upload et une récupération du fichier à chaque fois. Je ne veux pas qu'il fasse un test d'intégration. Je veux juste en fait qu'il moque
un client S3 et qu'il vérifie qu'une URL présignée a été générée. Et du coup, je lui précise bien, dans le Generate Valid Image, en fait, dans mon test unitaire, je veux juste qu'il fasse ce mock-là et qu'il ne fasse pas ce test d'intégration. Et après, par la suite, on verra, en regardant un peu les différents fichiers, on va se rendre compte qu'il y avait quelques oublis. Du coup, forcément, en fait, un assistant, c'est bien, mais il faut quand même voir et vérifier ce qu'il fait. Il avait oublié de rajouter quelques imports très importants dans les statements. Du coup, je vais lui rappeler de rajouter l'import du client S3. On sait que ça ne va pas fonctionner sans ces apports-là. Et c'est bien dans la partie Word Cloud Generator. Et on va lui rappeler de rajouter, en fait, dans le fichier de configuration Maven, en fait, il manquait une dépendance vers le AWS SDK pour Java. Du coup, voilà, j'ai mis tous ces feedbacks à Amazon Q et on va voir ce qu'il va en faire. Mais ça rend la tâche assez simple, si je peux dire, parce que là, on est plus en mode langage et langage naturel avec Q, au lieu vraiment d'être en mode développement pur et dur. C'est une sacrée tâche pour une première. Hein. Exactement. Au bout de quelques secondes, Amazon Q va me générer à nouveau mon code. Pareil, encore une fois, on pourra aller inspecter les fichiers pour s'assurer que ça correspond bien à ce que nous, on souhaite mettre en place. Là, je vois cette fois-ci, il a bien compris, il m'a rajouté les imports qui manquaient la première fois. C'est très bien. Sur le code qu'il avait rajouté, il n'y a rien qui a changé, ça me correspond. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement nécessaire. Sur la partie de la réponse de mon API, encore une fois, j'ai toujours le même code, du coup, ça me correspond. Et enfin, sur la partie test unitaire, c'est là où on voit que des fois, il peut y avoir des limitations. Q n'a pas compris très bien ce que je voulais faire par le fait de juste moquer un client S3 et vérifier qu'une URL précisément a été générée. Du coup, il a complètement supprimé le test qu'il avait rajouté. Mais ce n'est pas grave. En fait, on aura la possibilité par la suite de lui refaire les feedbacks nécessaires et revenir sur cette partie test unitaire. On va considérer que ça nous correspond déjà à ce qui a été fait. Il a modifié mes tests unitaires existants. Il a fait le développement qu'il faut pour moi. C'est parfait. Je lui dis d'écrire le code. Et résultat. Maintenant, quand on interroge l'API Word Cloud Generator, au lieu d'avoir le hash de l'image qui a été générée, eh ben, on récupère directement l'URL de notre image. Merci, Q. Trop bien. La première tâche a été réalisée avec succès. Du coup, je te laisse Arnaud nous faire les deux, la deuxième et la troisième tâche. Je prends la suite. 2 tâches qui nous restent. Migrer de Java 8 à Java 17. Je pense qu'il y en a certains qui doivent trembler dans la salle, puisque ce n'est pas quand même chose simple. Et la deuxième, c'est d'afficher l'image Word Cloud que Zineb a générée avec le lien directement dans notre web interface, dans notre interface de notre application. Pour le coup, et je ne peux pas passer à la suite. Ah voilà. Avec Amazon Q et la partie code transformation, eh bien Amazon s'est servi d'Amazon Q code transformation pour migrer 1000 applications Java en 2 jours de Java 8 à Java 17. Vous vous dites, ouais. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je retourne dans l'IDE. On fait du pair programming avec Zineb. Donc, c'est à mon tour de mettre en œuvre. Et tout simplement, eh bien, je vais ouvrir mon fichier. Donc, j'ai mon fichier sur lequel qui a été compilé, qui s'exécute très bien, ma classe en Java 8. On voit que j'ai une librairie pour la partie base64, pour encoder en base64, qui est disponible. Et je vais utiliser la partie transformation. Donc, avec cette fonctionnalité, code transformation, eh bien, je vais pouvoir tout simplement dire à Amazon Q, voici mon code, Java 8 en l'occurrence, j'aimerais le migrer, ou en tout cas le recompiler et l'exécuter avec succès, en Java 17. Qu'est-ce que va faire Q? Il va directement nous proposer un plan, comme on a pu le voir sur la partie code, eh bien ici, sur la partie transformation. Il va nous générer un plan dans lequel il va récupérer le code, il va le compiler, il va faire son plan de transformation sur la base de ce qu'il aura compris. Il nous propose un plan au format Markdown, donc vous pouvez le récupérer, vous pouvez le versionner, vous pouvez le stocker, dans lequel il décrit les différentes étapes qu'il fait. Il vous dit, étape 1, je vais faire ça. Étape 2, je vais compiler en Java 17.
Et si je trouve des issues, ben, je vais te les fixer. On n'a pas demandé autant, mais on va pas cracher dessus. Troisième étape, je vais réaliser les changements de code nécessaires et je vais te générer un résumé de la transformation. Et accessoirement, je te mettrai à disposition les artefacts pour que tu puisses les récupérer et avoir ton application en Java 17. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Le plan est en train de s'exécuter, comme on peut le voir dans l'un des onglets de notre terminal sur notre IDE. On a donc la partie upload du code qui a été faite, la partie build, la compilation qui a été faite avec le plan de transformation. Il va s'assurer que les dépendances, donc on a vu, on avait une librairie en base64 de Sun qui était utilisée. Pourquoi pas utiliser les Java Utils directement? Pour le coup, on aurait gagné du temps et ça aurait évité une dépendance externe par la même occasion. Eh bien, ce que va faire Amazon Q, c'est que tout simplement, il va s'appuyer sur les Java Utils, dans notre cas, et compiler en Java 17 avec le code qui pourra être fonctionnel. Une fois les transformations complétées, les différentes étapes exécutées, eh bien, on peut récupérer nos artefacts qui sont disponibles, qui nous sont mis à disposition. On retrouve notre pom.xml, on retrouve notre World Class Generator. Avec Java 8, il a changé pour Java 17, donc il a bien fait cette bascule-là. Et il y avait une dépendance qui était fonctionnelle en 1.18.12 en Java 8, mais ce n'était pas le cas en Java 17. Et donc il a upgradé la dépendance pour la 1.18.30. On voit qu'il a supprimé la librairie de Sun de base 64 et qu'il utilise les Java Utils. Et de la même manière, au niveau de la gestion des entiers, eh bien, il s'est assuré qu'on était bon de ce côté-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de migrer mes applications d'une version ancienne de Java, Java 8 en l'occurrence, vers du Java 17 de ce côté-là, avec l'ensemble des modifications. Bien entendu, c'est vous qui avez le contrôle. À la fin, si vous n'êtes pas satisfait avec le plan qui vous a construit et les modifications qu'il vous a proposées, vous êtes libre de les rejeter, de les refuser. Si elles vous conviennent, vous les acceptez, vous les récupérez. Et une fois que vous les avez acceptés, les changements sont appliqués directement au sein de votre code. 2 minutes. On a migré de Java 8 à Java 17. Dernière tâche de la journée, ça fait une sacrée tâche quand même, afficher l'image dans notre application web. Pour le coup, on a vu avec Zineb le /dev qui nous permet tout simplement d'obtenir un plan et de générer du code par rapport à ce plan et par rapport aux transformations que l'on souhaite réaliser. Eh bien, Amazon Q va également être disponible dans Amazon Code Catalyst. Pour rappel, Amazon Code Catalyst est un service qui permet de faire de la CI/CD sur AWS, d'avoir vos codes repository sur AWS. Et en l'occurrence, au lieu d'assigner l'issue à Zineb, j'ai assigné l'issue à Amazon Q. Donc, de la même manière que le /dev nous a généré le plan et les changements en termes de code, assigner une issue dans Code Catalyst à Amazon Q sur la base d'un titre, d'une description et d'un code qui est stocké dans un code repository, Amazon Q va nous proposer une approche. Il va nous dire, sur la base de ce que j'ai compris, sur la base de l'issue, il semblerait que tu souhaites implémenter l'image Word Cloud dans ton application web. Donc, ce que je te propose, c'est de modifier ces fichiers. Ces fichiers en Python, puisque notre application web s'appuie sur le framework Streamlit pour afficher la partie web. Une fois qu'on est d'accord avec sa compréhension, puisque là aussi on peut itérer sur sa compréhension, il va nous générer le code associé en disant « voici une deuxième version, parce que tu n'étais pas d'accord avec la première, voici ce que je te propose de modifier dans le Word Cloud Generator client.py, de copier telle classe, et dans le fichier home.py, de modifier les imports et tel élément de ton code. » En l'occurrence, on s'appuie déjà sur Streamlit pour afficher notre application web. Sers-toi nativement des librairies de Streamlit plutôt que de faire des modifications à droite à gauche. Donc je lui demande une nouvelle approche. De la même manière, il me dit, écoute, sur la base de tes commentaires, je vais utiliser la fonction image de la librairie Streamlit pour pouvoir afficher directement l'image sur la base de l'URL que tu me mettras en paramètre. Je suis d'accord avec ces changements. Je lui dis qu'il peut procéder à la génération de code. Q, comme tout développeur, va produire le code associé. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il va produire une pull request. Derrière, ça reste une pull request et vous avez le devoir, en tant que développeur, de revoir cette pull request, d'être d'accord ou pas avec les changements proposés, de l'envoyer pour révision ou de l'accepter. C'est vous qui avez la main mise là-dessus et qui décidez quoi faire avec les changements qui ont été proposés par Amazon Q,
comme tout autre développeur dans l'équipe. In fine, Amazon Q vient compléter votre équipe et vos développements ou vous aider à résoudre vos issues plus vite. Donc on peut voir les changements qui ont été proposés. Il nous propose des différences, puisque notre code repository se trouve aussi dans Amazon Code Catalyst. Et donc on peut voir qu'il a proposé les changements, mais il nous a laissé les commentaires tout doux. J'aimerais bien quand même pousser quelque chose de propre en production. Et pour le coup, je lui ai dit non, j'aimerais que tu remplaces là où il y avait les lignes to do par le code que tu m'as généré, puisque celui-ci me convient. On renvoie cette approche à Amazon Q, et il va, de ce fait, générer à nouveau du code et faire les changements proposés, à savoir remplacer les lignes to do par le code qu'il a généré. Et c'est ce qu'on peut constater ensemble à l'écran. Bluffant, non? Donc il a bien remplacé, j'ai bien mes lignes, j'ai bien mon code, et celui-ci me convient, et je peux accepter la pull request, merger celle-ci et déployer en production. Voilà, c'était une sacrée journée, pour le coup. Super. On a rempli les 3 tâches, avec succès, en tout cas on l'espère. Mais, comme j'ai envie de dire, comme dirait un certain philosophe belge, le talent, ça se travaille, ça ne se perd pas. Eh bien, on vous invite à mettre en œuvre également ce que vous avez pu voir aujourd'hui au travers du lab présent sur ce QR code. Si vous scannez ce QR code, Zineb, si tu veux en parler un peu plus. Exactement. Vous pouvez scanner ce QR code et vous allez être redirigé vers un atelier technique dédié à Amazon Q for Builder où vous allez redécouvrir toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées aujourd'hui et d'autres encore. Et vous aurez la main de les mettre en pratique étape par étape pour, par exemple, mettre à jour votre code, fixer des problèmes, analyser des erreurs, etc. Je vous invite vivement à aller tester Q. Étant donné encore qu'il est en preview, la majorité des fonctionnalités sont gratuites. Le meilleur moyen pour, comme on dit, mettre la main dans la pâte, c'est aller tester et voir comment le service fonctionne. Et j'adore ta phrase, le talent, ça se travaille, mais ça ne se perd pas. Et je suis sûr que tous les gens dans la salle sont talentueux. Et pour finir, grand merci pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié cette session et que vous avez surtout appris plein de bonnes choses. On vous invite à scanner ce QR code et de nous laisser un feedback. Comme on dit chez nous, feedback is a gift. Dites-nous ce que vous avez en pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous souhaitez améliorer pour les prochaines fois. N'hésitez surtout pas. Et grand merci. On est là avec Arnaud. Si vous avez des questions, venez nous voir. On y répond avec plaisir. Merci à tous. Merci à vous. Merci.